Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce podcast qui était absent pendant quelques semaines pour diverses raisons. Mais voilà, ouvrons la fenêtre et de retour avec un entretien que je vous propose aujourd'hui avec Jonathan Curiel. Jonathan Curiel qui est un homme de médias. Alors il a débuté sa carrière au sein de la représentation française aux Nations Unies à New York et puis son chemin le dirige vers les médias. Directeur général de la chaîne de télévision Paris Première pendant 4 ans. Il est ensuite directeur général adjoint de la chaîne M6, puis directeur général adjoint des chaînes M6, W9, Sister, en charge des magazines et des documentaires. Alors c'est aussi un homme d'écriture. Il a publié 2 livres chez Fayard qui font aujourd'hui référence, Génération CV et le Club des pauvres types. Et puis chez Plomb, il a également édité Vite les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir. Mais c'est son dernier essai aujourd'hui qui nous intéresse, qui s'intitule La société hystérisée, paru aux éditions de l'Aube. Il va nous le présenter aujourd'hui et nous allons élargir la discussion autour de son propos. Alors, colère qui monte, polarisation de la vie publique, violence sociale, débat devenu impossible qui laisse place à la brutalité des échanges, à l'émotion incontrôlée ou à l'emballement collectif. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à cette société totalement fracturée? Quelles conséquences pour nous et pour la démocratie, mais surtout, quelles perspectives positives pouvons-nous proposer pour changer la donne? Alors je vous propose aujourd'hui des pistes de réflexion avec Jonathan Curiel dans ce podcast apaisé et optimiste. Bonjour Jonathan Curiel. Bonjour. Merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation pour le podcast Ouvrons la fenêtre. Merci. Avec plaisir. Alors, j'ai sous la main cet ouvrage, La société hystérisée, paru aux éditions de l'Aube. On a l'impression, Jonathan Curiel, que la société hystérisée, on est en plein dedans, on la vit tous les jours. Et on a l'impression que c'est un symptôme très révélateur de notre société aujourd'hui. Oui, c'est un livre qui effectivement a été que j'ai commencé il y a plus d'1 an et demi, et c'est vrai que il est d'une actualité assez brûlante. J'ai eu envie de m'attarder sur cette thématique de l'hystérisation qu'on lit beaucoup, qu'on entend beaucoup. C'est un terme qui est souvent utilisé, un peu galvaudé, et qui n'avait jamais été vraiment défriché, expliqué, avec des exemples, de voir si l'hystérisation était un phénomène récent, passé. Voilà, donc j'ai eu envie de m'attarder sur cette thématique, et on se rend compte effectivement qu'on vit dans une société aujourd'hui marquée par une certaine hystérisation qui manque de nuances, qui est beaucoup plus clivée que par le passé, où on est dans le choc des opinions, dans le clivage, dans la tension, dans le durcissement des rapports sociaux. Est-ce que vous percevez ça de façon plus sensible comme homme de médias que vous êtes ? Oui, on le voit effectivement dans les médias, mais qui ne sont qu'une fenêtre, si je peux reprendre le titre de votre joli podcast. C'est une espèce d'observatoire particulier dans la mesure où on voit, que ce soit sur les chaînes d'information ou via un certain nombre d'émissions qu'on appelle les talk-shows, on voit effectivement une certaine agitation, une excitation, un énervement qu'on peut palper ou par exemple sur les chaînes d'information on reste souvent focalisé sur la petite phrase du jour qui est mise en exergue, le buzz et on va passer à une autre. Voilà, qui lui-même est aussi vite oublié au profit d'une autre petite phrase qui fera polémique pendant quelques heures et évidemment chassée derrière par une prochaine. Donc effectivement, les médias sont un observatoire de ces phénomènes d'hystérisation. Néanmoins, ils n'en sont pas forcément le seul vecteur ni la seule cause. Il y a également les réseaux sociaux et des raisons de société beaucoup plus profondes comme une certaine montée de la colère dans notre société, une fragmentation de l'espace public et une espèce de règne de l'émotion qui prévaut dans la sphère politique et ailleurs.
On l'a senti, cette colère monter. Alors, ça a été très révélateur après cette période de pandémie et notamment les confinements, où peut-être on s'attendait finalement à, on en parlera tout à l'heure, parce que vous en parlez aussi dans votre livre, ce monde d'après, et avec cette nostalgie peut-être du monde d'avant. Mais cette colère, elle germait, on pense à ce mouvement qu'on voit pour la liberté, on pense aux gilets jaunes, etc. Donc, mais cette colère, elle était perceptible dans la société, elle était manifeste. Alors oui, il y a plusieurs strates de cette colère. C'est-à-dire qu'on constate déjà une colère dans la vie quotidienne. On voit une agressivité un peu plus importante, que ce soit sur la route, que ce soit au supermarché, que ce soit quand on fait ses courses. On sent qu'aujourd'hui, les gens sont plus agressifs, on a des réactions plus épidermiques. Je cite dans le livre un film qui s'appelait un film argentin, Les Nouveaux Sauvages, un joli film sous forme de 6 petites scénettes qui traduit cette agressivité et cette hystérisation de nos rapports au quotidien, où on sent une société tendue, pas apaisée et très, très, très éruptive. Donc ça, c'est cette première partie dans la vie quotidienne qui se traduit. Après, quant aux colères sociales, oui, moi je pense qu'elle germe depuis longtemps et qu'elle a été explicitée par des sociologues, des géographes. Il y a le géographe Christophe Guilluy qui a écrit beaucoup sur cette thématique de la France périphérique, la France urbaine, où on voit qu'il y a deux France qui se superposent. Il y a une fracture qui s'est installée petit à petit. Oui, une fracture qui s'est installée. Des fractures, absolument. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a, par exemple, il y a Christophe Guilluy dont je parle qui effectivement distingue entre la France périphérique, la France urbaine, une France périphérique qui nourrit un certain ressentiment, qui se sent exclue de la mondialisation, qui se considère comme les grands perdants des évolutions des 25 ou 30 dernières années, contrairement à la France urbaine, mondialisée, pour qui il n'y a pas de différence entre Paris, New York, Berlin. Donc il y a cette dichotomie entre ces deux France. Il y a une grille de lecture qui est celle de Jérôme Fourquet aussi, sociologue et sondeur, qui a écrit L'Archipel français, où là on est plus sur un ensemble d'îlots avec un archipel et plusieurs îlots émiettés avec des communautés, des populations différentes qui cohabitent mais qui n'interagissent pas vraiment. Et ça, j'en parle dans le livre, de cette fragmentation de l'espace public qui fait que les gens ne se parlent plus. Quand les gens ne se parlent plus, ils sont chacun dans leur couloir de nage, dans leur silo, et donc du coup on est sur des blocs très antagonistes qui ne se parlent plus, qui ne se connaissent plus. Vous vous confrontez assez peu dans votre vie quotidienne à des gens différents de vous, et ça crée nécessairement de l'antagonisme, de la colère, de l'hystérisation, des réactions assez houleuses qu'on constate tous les jours. Et en même temps, à côté de cette... en même temps, pardon. Et en même temps, à côté de cette hystérisation, cette fragmentation, on a ce phénomène de polarisation. Oui. Dont vous parlez, que vous développez dans votre livre. livre. Dont je parle abondamment parce qu'il est très révélateur à la fois de la société française, mais des sociétés mondiales d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, dans cette phase de campagne présidentielle, il y a quand même une espèce de prime à la radicalité. On voit que plus on est radical, plus la proposition est clivante, plus on parle de nous, plus on peut potentiellement faire un bond dans les sondages. On voit bien qu'aujourd'hui, on est sur une société qui est de plus en plus polarisée, avec deux pôles écartelés qui s'éloignent les uns des autres. C'est le cas aux États-Unis, où vous avez une polarisation républicain-démocrate très importante. Un chiffre, dans les années 80, 20% des démocrates avaient une opinion négative des républicains, et vice-versa. Aujourd'hui, on est quasiment à 80%. Donc de démocrates ou de républicains qui ont une mauvaise image du camp adverse. Donc c'est pour vous dire à quel point les sociétés se sont étirées, ont une mauvaise image des deux camps. C'est pareil au Brésil, c'est pareil dans ce que d'aucuns appellent les démocraties libérales en Hongrie, etc., ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Les sociétés sont très polarisées, très distantes, et c'est l'un des ressorts, l'un des sédiments de cette hystérisation de la société, parce que les gens effectivement sont très éloignés les uns des autres, ne s'adressent plus la parole, ne font plus communauté, ne font plus société, et ça donne des réactions de colère et d'émotions vives. Est-ce que c'est un symptôme d'une perte du bien commun, de l'enjeu collectif ? Parce qu'il n'y a plus forcément d'ailleurs d'enjeu collectif. Absolument, absolument. Il n'y a plus de débat, d'enjeu, de récit national, et ça, je pense que c'est pas récent. En revanche, ça fait, on se sentait il y a plusieurs décennies à chaque fois dans une parenthèse ou avec un grand récit mobilisateur.
On a eu les 30 Glorieuses, on a eu ensuite une période que certains qualifient de libérale ou de néolibérale avec le Thatcher, Reagan, la fin de Giscard en France, voilà. Puis ensuite Mitterrand. On avait l'impression d'être dans des grands récits de société qui mobilisaient ou qui mobilisaient pas, mais on savait vers où on allait et on sentait qu'il y avait une histoire derrière. Aujourd'hui, les gens sont un peu perdus, on n'a plus ce cap, on n'a plus ce grand récit mobilisateur, cette grande histoire, ce storytelling, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens péjoratif. Et donc, du coup, effectivement, c'est un facteur de trouble et de perte de sens. Ça veut dire que c'est l'individualité qui gagne dans ces cas-là ? Oui. C'est la défense aujourd'hui, on fonctionne par communauté et dans ces communautés par une prime à l'individualisation, chaque individu décidant pour lui avec son opinion, son mode de vie et de manière qui défend farouchement et avec vigueur. Et donc du coup, ça j'en parle aussi dans le livre, c'est-à-dire que quand on s'attaque, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, à votre opinion, on s'attaque à vous, on s'attaque à votre individualité et donc du coup vous le prenez d'autant plus mal et votre réaction est d'autant plus violente. D'où la brutalité des échanges que vous écrivez aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous dites je suis végane et pas j'ai une alimentation végane, c'est votre identité, c'est ce que vous êtes, c'est votre être profond. Et donc du coup, quand on s'attaque à votre opinion, quand on s'attaque à votre pensée, à votre avis, on s'attaque à vous et du coup, vous réagissez d'autant plus mal. Tout ça dans un emballement collectif. Amplifié par les réseaux sociaux. Oui. Alors, les réseaux sociaux ne sont pas forcément fautifs pour tout, mais c'est un phénomène quand même. C'est une extrapolation de tout ce qui peut se passer dans ces brutalités des échanges quotidiens. Oui, les réseaux sociaux, si vous voulez, alors j'ai essayé d'éviter dans le livre le côté tarte à la crème de les réseaux sociaux sont coupables de tout, les médias ne font rien, et puis le politique non plus. Les réseaux sociaux sont quand même responsables et depuis une quinzaine d'années, parce que le phénomène d'hystérisation que je décris est quand même concomitant de la montée en puissance de ces réseaux sociaux. On voit bien, à travers notamment l'anonymat, qui fait que vous êtes derrière un ordinateur ou derrière un écran surtout et qu'on ne vous voit pas. Et puis les plus grands philosophes, les plus grands penseurs ont montré que quand on ne vous voit pas, vous faites un peu ce que vous voulez et que vous êtes totalement désinhibé. On ne tient pas compte qu'il y a un humain de l'autre côté. Non, à la différence du bistrot où quand vous descendez en bas et en bas de chez vous, que vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il y a quelque chose qui s'appelle le regard, le visage, sur lequel beaucoup de philosophes sont attardés, qui fait que il peut vous émouvoir, il peut vous brutaliser même dans le discours, vous pouvez être en conflit, mais vous pouvez changer d'avis. Derrière votre écran, il y a un déchaînement de violence qui vous désinhibe totalement et vos fautes ne sont sues que de vous-même, disait La Rochefoucauld, lorsque vous êtes invisible. Donc peu importe. Platon aussi avait parlé de cette métaphore de l'anneau de Gigès, c'est-à-dire que vous mettez un anneau d'invisibilité autour de votre doigt, vous faites ce que vous voulez et vous commettez des infractions parce qu'on ne vous voit pas. Ça, c'est vieux comme le monde. Donc ça, c'est un effet des réseaux sociaux, déjà. Et puis ensuite, il y a le côté grégaire où vous épousez la meute qui va dans une direction... C'est un biais cognitif, donc au départ un peu indéterminé, et puis ensuite vous suivez une meute qui chasse, et puis vous acharnez sur quelqu'un, sur une personne, sur un groupe d'individus. Et ça peut être extrêmement violent. Ces fameux biais cognitifs, justement, qui font que, en fait, dans un réseau social, on fait partie de cette communauté et on ne reçoit les informations que de cette communauté, finalement. Oui, alors ça aussi, c'est une dimension, vous avez raison de le souligner, cette dimension algorithmique des réseaux sociaux qui crée ce qu'on appelle des mouvements de bulles cognitives. Donc vous ne recevez que des informations qui vous concernent, qui correspondent à vos recherches, à vos envies, à votre demande d'information, et qui créent ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun reste dans son silo, dans sa bulle d'informations propres, et on ne vous enverra plus, ou vous ne recevrez plus par le biais des algorithmes, des informations qui sont en contradiction avec ce que vous pensez, ou qui peuvent vous donner un point de vue différent. Donc ça rejoint l'un des biais cognitifs très connus qui s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que vous recevez des informations qui viennent confirmer votre propre point de vue, vos propres avis, et jamais des points de vue contradictoires. Vous évitez d'une certaine manière le stress qui peut être induit par des informations différentes de la vôtre. Et c'est très dangereux. Phénomène dangereux avec le complotisme.
Bah oui, bien sûr, puisque le complotisme, effectivement, vient alimenter comme une espèce de noria qui ressasse des informations fausses, mais que vous défendez avec zèle, parce que vous avez l'impression d'être défenseur d'une certaine vérité contre un courant dominant qu'il faut abattre, dénoncer. Et effectivement, le complotisme et toute cette thématique des fake news épouse parfaitement les réseaux sociaux, parce que ça permet de s'exprimer, de rejoindre des communautés qui pensent comme vous. Donc, effectivement, il y a quand même un certain danger en la matière. Jonathan Curiel, toujours comme homme de médias, vous le percevez, vous la percevez, cette évolution dans les programmes qui sont proposés des différentes chaînes, ou est-ce qu'il y a quand même cette recherche de se dire, bon, allez, stop, on va faire autre chose, on va proposer autre chose, et puis peut-être que de l'autre côté, le public attend aussi autre chose. Alors, vous n'empêcherez jamais, dans différents médias, un goût pour ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, le clash, Avec l'émotion exacerbée. l'émotion exacerbée, etc. Je pense que ça, d'une certaine manière, c'est assez consubstantiel à la fabrique médiatique. Vous l'aviez dans Droit de réponse à l'époque, où on renversait des tables, Pollack, avec Pollack, on s'envoyait des verres d'eau à la figure. Je veux dire, Il y avait un certain contenu quand même. C'est vrai, c'est juste. Parce que vous le citez dans votre livre, et C'est vrai. je suis allée voir, je suis retournée voir Lina avec des émissions de droit de réponse, et effectivement, il y avait un certain contenu. C'est tout à fait juste. Il y avait un esprit, il y avait de l'esprit, il y avait du contenu. On s'énervait, on s'agitait, on s'excitait, mais derrière avec des arguments, de l'idéologie. Enfin, il y avait du fond. Donc ça, c'est juste. Mais il y avait toujours eu cette espèce de goût pour la transgression, pour le buzz, le clash, etc. Donc, je pense que ça ne disparaîtra pas. Aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être un peu moins de fond. On a cette thématique quand même aussi de chaînes d'information en boucle qui doivent nourrir la bête avec des polémiques en rafale qui s'annihilent les unes après les autres. Cette dynamique aussi des talk-shows qui ont besoin pour exister de faire parler d'eux. Et donc aujourd'hui, on est dans un paysage médiatique extrêmement varié, avec une offre à profusion entre les plateformes, entre les chaînes de télévision, les différentes stations de radio, les médias digitaux qui fleurissent. Donc dans cette offre immense, il faut se faire remarquer, il faut attirer l'attention sur soi, et donc certains programmes font en sorte d'attirer l'attention sur les projecteurs sur leurs médias. Il n'en reste pas moins que on constate depuis certaines années une volonté de contenu plus long, une volonté de documentaire, d'enquête, d'investigation, des podcasts comme le vôtre nombreux pour prendre le temps de se poser, de discuter sur le long cours. Donc on peut noter quand même que les médias en grande partie vont vers une exigence renforcée, et il y a un appétit du public, parce qu'il n'irait pas sinon, vers des médias plus apaisés, plus sereins, qui vont plus dans le fond des choses, et qualitatifs. Ce règne des experts qu'on voit un peu partout sur les plateaux télé, et on en a vu pendant cette pandémie, et on en voit encore, et on en verra sans doute encore dans les années à venir, c'est une exigence aussi de la part des productions de programmes. Ils ont toujours existé. C'est intéressant, il y avait un petit livre de Bourdieu sur la télé qu'il a écrit, enfin c'était le résultat d'une conférence plus précisément qui a été retranscrit, qui date d'il y a 25 ans, où il parlait des fast thinkers. C'est-à-dire que ces penseurs rapides, pour traduire, qui savent tout sur tout, exactement, qu'on croisait à la télé. Donc ça date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu ces experts qui se baladent d'un plateau à l'autre, à qui on demande de s'exprimer sur tous les sujets, parce que il faut, comme on dit dans le jargon, meubler, et que entre deux directs, il faut quelqu'un qui analyse la situation. Donc on est un peu entré effectivement dans cette ère des experts qu'on voit un peu partout. C'est des têtes qu'on identifie, on sait pas toujours les nommer, mais qui donnent leur avis politique sur le Covid, sur la politique internationale, sur le pouvoir d'achat, et on s'y fait, même si effectivement c'est pas forcément souhaitable, mais on a pu le regretter pendant le Covid, où effectivement tout le monde donnait un peu son avis sans rien savoir, et c'est un peu à l'image du livre, c'est-à-dire que ça aurait pu être un moment justement de nuance, d'analyse, d'expliciter, de pédagogie, et justement tout le monde commençait ses phrases par bon, je suis pas épidémiologiste, je suis pas médecin, mais voilà. Et puis ensuite, on y allait sur son lot de certitudes et de phrases péremptoires. Est-ce que cette tendance, alors on verra par rapport aux arguments que vous avancez dans une deuxième partie du livre, qui sont quand même plus rassurants et qui sont porteurs d'espoir, mais est-ce que cette fracture, est-ce que cette situation où on est dans un débat public complètement binaire sur le règne de l'émotion et la brutalité de ces échanges, est-ce que c'est un danger pour la démocratie ?
avec un grand D. Oui, je trouve parce que effectivement, quand on est en permanence dans le clivage et qu'on est en permanence dans le débat binaire et le choc des opinions, on en perd une certaine nuance, on en perd le fond des choses et on reste vraiment sur la surface. Vous voyez, aujourd'hui, je trouve que, par exemple, dans la campagne qu'on traverse, je suis pas capable de vous donner de manière assez précise, ou même dans les grandes lignes, les programmes des uns et des autres, les grandes propositions majeures de cette campagne. Et ça, le philosophe allemand Habermas en parle souvent et de manière assez intéressante, où pour revenir sur votre question intéressante sur la polarisation, Habermas prend acte de la polarisation de notre société et dit oui, nos sociétés aujourd'hui sont polarisées, c'est un fait. Maintenant, la question, c'est d'aller au fond de l'offre politique, d'aller expliciter ce qui nous est proposé, d'aller fouiller les différentes options pour que les citoyens s'y retrouvent. Et je trouve que là, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, dans nos démocraties, quelles sont les grandes oppositions de programme, quelles sont les mesures phares, sur quoi il faudrait débattre sur la place publique. Et vers quelle vision ? Vers quelle vision on va, quel est le récit mobilisateur. Ça, on ne l'a pas aujourd'hui. C'est quoi ? C'est une question de temps, parce que tout va très vite et que finalement on n'a pas le temps d'aller au fond des choses ? Oui, on est marqué par l'immédiateté, par la vitesse. C'était l'objet de mon précédent bouquin où j'avais parlé de ce culte de la vitesse et de l'immédiateté dans nos sociétés. Donc oui, d'une certaine manière, on est dans cette société du plus rapide, il faut faire court, il faut abréger, il faut que ça imprime. Mais simultanément, je ne sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire, quelles sont les mesures de droite, de gauche, de centre aujourd'hui dans cette campagne ? Quelles sont les grandes propositions qui sont sur la table ? Est-ce que, voilà, vous parliez du Covid, qu'est-ce que le Covid a changé dans nos vies, sur la façon de travailler, la façon de penser, la façon de se divertir, la façon de penser notre société. Il y a eu un moment où on a abordé la question de l'héritage de manière un peu de loin. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société ? Hériter, pas hériter, de la gauche, la droite, comment on se positionne par rapport à cela ? Le scandale des EHPAD aussi, par exemple. Le scandale des EHPAD, il y a un livre qui fait sensation, mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça dit sur nos aînés, sur la question de la dépendance ? Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on en reste à la surface des choses. À la surface des choses, et alors que pourtant, je pense que un Jean-Luc Mélenchon, une Valérie Pécresse pourraient discuter du fond, des propositions, ont tout à fait les capacités, les compétences. L'idée, c'est pas de dire que voilà, pour débattre du fond, mais on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a cette tendance alors de se dire bon, on ferme les écoutilles? On n'écoute plus la télévision, on n'écoute plus la radio, on se retire des réseaux sociaux. Et il y a eu cette tendance qu'on a sentie pendant la pandémie, où même physiquement, géographiquement, on a pris la distance, on est parti, on a quitté les centres urbains pour justement s'éloigner de tout ça et puis vivre à l'écart. Oui, alors je constate ce phénomène. Alors, il faut distinguer entre ce qu'on nous raconte dans la presse, où les urbains quittent à toute berzingue la ville pour se réfugier dans des villes moyennes, aller se mettre au vert, etc. C'est en partie vrai, pour se réfugier un peu du fracas de la ville et de espèce de vie un peu plus dure que simplement à la campagne. Mais effectivement, pendant le confinement et même avant, on peut noter une espèce de fatigue des gens, fatigue des citoyens face à cette hystérisation de la société, de cette nervosité, de cette offre à la fois politique, de cette offre intellectuelle, de cette offre médiatique qui est dans la violence, dans la nervosité, l'agitation. Et donc les gens ont envie d'appuyer un peu sur off, sur reset, pour se dire bon, qu'on nous laisse un peu tranquille, on veut être au calme. On note quand même un repli sur la sphère familiale plus important que par le passé, un repli sur la maison beaucoup plus important que par le passé. Moi, je le constate, par exemple, vous parlez d'hommes de médias. Dans mon activité de médias, dans les magazines, par exemple, dès qu'on traite de la maison, de l'immobilier, les gens viennent. Ça cartonne. Voilà, ça fait de l'audience parce que les gens veulent qu'on leur parle de leur barbecue, de leur piscine, de leur sauna. Alors, à prix variable. Il y a des repères qui rassurent. Il y a des repères qui rassurent. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin, on préfère aller se faire acheter son barbecue, même si c'est pas donné, et le mettre chez soi, que d'aller au restaurant. On préfère s'acheter à crédit sur plusieurs mensualités un petit sauna ou une espèce de bain à remous pour le mettre dans le jardin, plutôt que d'aller à la piscine municipale ou au centre aquatique. On a tendance à rapatrier beaucoup d'activités qu'on pouvait faire à l'extérieur chez soi, parce que ce chez soi rassure et que l'extérieur inquiète. Voilà. Et ça, je trouve que c'est lié à la thématique du livre. C'est-à-dire qu'on a tendance à se replier un peu sur la sphère
intime sur le domicile, plutôt que d'aller s'affronter au monde extérieur qu'on trouve trop bruyant, trop violent, trop dur, et qui rassure d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger de tomber aussi dans une certaine indifférence dans ces cas-là? On s'interroge en ce moment sur l'abstention, hein, qui est complètement inconnue. On ne sait pas ce que va donner le vote aux élections présidentielles. C'est quand même un enjeu Oui, absolument, national parce que c'est vrai important. qu'on a beaucoup de débats un peu microcosmiques sur les pourcentages des uns et des autres. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 50%, un peu moins de Français qui ne savent pas pour qui ils vont voter, ou de savoir s'ils vont voter. Donc on est quand même, il y a quand même une mise en retrait de la population, comme une sorte de désengagement de gens qui se disent on est fatigué de tout ça, on n'y comprend pas grand-chose, on nous explique pas les choses, on nous donne, Ça ne nous concerne ça ne plus. nous concerne plus. Moi, c'est tous excités, donc voilà, moi je me mets en retrait et du coup tout cela m'intéresse pas. Donc il y a effectivement ce danger un peu de désengagement de la société et qui fait qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est plus dans le repli, voilà, même, vous voyez, dans la sphère médiatique, on constate un renouveau de tout ce qui est nostalgie. On a envie d'une espèce de télé un peu cocon, de télé doudou, Nostalgie des années 80, voilà, des années 80, ou des des bonnes films séries. patrimoniaux, des bonnes séries, ou Oui, de des Funès. Funès. Exactement, pendant le confinement, ça a cartonné parce que ça rassure et on en revient à une espèce de télévision doudou et, pour parler de manière voilà, un peu plus ambitieuse, dans une espèce de civilisation du cocon où on est entre soi, bien, en famille, face à des programmes qu'on connaît, qui nous rassurent, des films qu'on a déjà vus, ou alors à des contenus de nostalgie. On parle beaucoup en ce moment du renouveau de l'INA, par exemple, ce qui pouvait paraître un peu poussiéreux il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les Français se On aime retournent. bien. On aime bien ces petites vidéos qui sont des petites Madeleines de Proust, qui nous rappellent l'époque et qui nous remontent des images qu'on n'avait pas vues et qui, par ailleurs, dénotent un certain climat de liberté, d'insouciance, qui paraît totalement en rebours avec l'époque qu'on traverse. Alors, est-ce que le débat est encore possible, Jonathan Curiel? Oui, le débat est encore possible, il est même largement possible, mais voilà, il faut se mettre autour d'une table, il faut arrêter de penser que le débat c'est un match à points avec des gagnants, des perdants. Il faut ne pas considérer que la personne que j'ai en face de moi C'est soit l'homme ou la femme à abattre? oui, peut être un adversaire. On peut L'ennemi. avoir un adversaire politique, mais pas un ennemi. J'en parle dans le livre. Camus a écrit des lignes magnifiques là-dessus, en déconstruisant le mécanisme de la polémique. Il parle très bien de ce glissement de l'adversaire à l'ennemi. Vous pouvez avoir un adversaire, mais pas forcément un ennemi. Vous pouvez regarder l'autre dans les yeux, discuter, le faire changer d'avis, sans que la personne d'en face soit un ennemi. Lula, le président brésilien, je disais, il y avait un article que je cite dans le livre, dans Le Monde, il y a 1 an et demi. Il disait, il y a une vingtaine d'années, je croisais un adversaire politique au restaurant, on s'asseyait à table, on discutait, on se serrait la main. Aujourd'hui, le type peut sortir un fusil. C'est pour dire, vous parliez de polarisation, voilà, on y est totalement. Donc, oui, on peut débattre, oui, on peut s'affronter. Il faut aimer le conflit parce que le conflit fait avancer les choses. L'idée, c'est pas de dire, parce que dans le livre, je parle beaucoup d'un retour à la nuance, à la modération, voilà, qui me tient à cœur. Mais l'idée, c'est pas de Et au consensus, on va et en au parler. consensus. L'idée n'est pas de glorifier tout cela et de dire le conflit est à écarter. Le conflit est utile. Dans la science, le conflit a toujours fait avancer. Par contre, il y a un point que vous mettez aussi en exergue et qui n'est pas forcément positif, c'est le bon sens, faire appel au bon sens. On l'a entendu ces derniers mois, voilà, et les gens se réclamaient, dire mais voilà, il faut prendre des mesures de bon sens. Oui, Le bon sens n'est pas si positif que ça. Non, le bon sens peut être positif. On parle du bon sens paysan, on parle de voilà. Je note juste que le bon sens est souvent utilisé pour clore le débat. C'est comme le terme d'hystérisation. Le bon sens, c'est pareil. C'est presque devenu une formule rhétorique pour dire circuler, il y a rien à voir. C'est une formule de bon sens. Ça, d'une certaine manière, ça clive aussi la société, le bon sens. Ça sépare entre les technos et le peuple. Donc on dit le bon sens forcément du côté du peuple et ça disqualifie les experts, les technos, comme si leur parole ne valait rien. L'idée, c'est pas de dire vive la parole des technos ou des experts versus la parole du peuple qui ne vaut rien, et vice-versa. Mais on s'est souvent rendu compte, Trump, par exemple, était qualifié de conservateur de bon sens. Il se le qualifiait lui-même, d'ailleurs, de conservateur de bon sens. Comme si le bon sens permettait de se draper derrière le peuple en disant j'ai raison, circuler, il n'y a rien à voir. C'est finalement très populiste. Ça peut l'être, alors que le bon sens peut être entendu, absolument, c'est une formule de la vie de tous les jours, on peut faire appel au bon sens, mais tu l'utilises ces dernières années comme si ça permettait de balayer tous les rapports d'experts, tout ce que disaient les technos, et que on s'abritait derrière l'opinion du plus grand nombre pour dire allez, circuler, rien à voir, c'est du bon sens. De la même manière, quand vous avez des politiques qui disent ouh là là, le débat est hystérisé, pour reprendre le titre de mon livre, c'est une certaine manière de s'en soustraire. Ou alors de créer une hystérisation du débat avec des propos
propos extrêmement radicaux, extrêmement clivants. Du coup, derrière, vous avez un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque ça a été tellement loin dans l'outrance et dans l'exubérance que du coup, vous n'avez plus besoin de débattre. Et donc, l'hystérisation est utilisée aujourd'hui même comme une forme de rhétorique. D'où cette absence de nuance, de consensus, de modération dans les débats, dans les échanges, Oui, dans la réflexion. pour toutes les raisons qu'on évoquait, aujourd'hui la nuance n'a pas le vent en poupe, du fait des réseaux sociaux, des médias, de cette colère dans la société. On voit bien que voilà, il y a une prime à la radicalité, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on voit avec le combat de la liberté. On n'est pas dans cette société de la nuance, et puis par ailleurs c'est assez ringard la nuance. C'est-à-dire que quand vous parliez de consensus tout à l'heure, le consensus c'est souvent mou. Consensus mou. Voilà, Ouais. souvent mou. Bon, aujourd'hui vous vous présentez comme un homme politique modéré. Je suis pas sûr que vous fassiez un carton. La modération pour un homme politique, il y a des décennies, ça pouvait être un signe de tempérance, de bonne gestion, de responsabilité. C'est plus bankable, j'allais dire. Un homme Plus politique vendeur. modéré, alors en tout cas affiché comme tel, on a tous envie enfin on a tous envie, en tout cas ils sont tous à nous dire qu'ils veulent transgresser, qu'ils veulent cliver, qu'ils veulent C'est ce qu'on impacter. leur demande aussi. Alors, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que les gens attendent que ça clive ou que ça transgresse, ou est-ce qu'ils attendent et est-ce qu'au final, derrière leur petit isoloir, derrière leur petit rideau, ils se disent pas qu'ils ont envie d'être rassurés par quelqu'un qui soit pas trop excité? Je sais pas. Jonathan Curiel, dans votre livre, vous faites appel justement aux philosophes pour nous aider. Oui. Ils sont utiles, ces philosophes aujourd'hui. Il faut les relire, il faut les Oui. réutiliser. Oui, parce qu'on est aujourd'hui on est dans un paysage médiatique et même intellectuel où on est toujours sur l'immédiateté, le quotidien, la petite phrase du jour dont on parlait. Et je trouve fondamental de faire appel aux philosophes, effectivement, qui manient les concepts et qui ont réfléchi à des situations qu'on vit aujourd'hui, à la littérature également, qui donne du relief, qui donne de l'aspérité, qui permet d'aller plus en profondeur. Camus en parlait, Barthes en parlait pour disqualifier un peu le petit jeu médiatique, disait qu'il fallait un retour à la littérature parce qu'elle permet de donner des contours à des personnages, qu'elle permet de donner accès à une certaine complexité. Et aujourd'hui, effectivement, comme on est dans l'écume et qu'on est pris dans un tourbillon impossible à arrêter, effectivement, d'appuyer sur pause et de faire appel à certains auteurs, que ce soit des philosophes ou Et de construire des une écrivains, pensée. bah oui, ça permet de construire une pensée et de donner plus de relief à ce qu'on vit et surtout de sédimenter un peu, parce qu'on n'a rien inventé vraiment aujourd'hui, donc ça permet aussi de donner un peu de relief par rapport à ce qu'on vit. On peut faire même appel aux vertus. Bien sûr, on peut faire appel aux vertus, on peut faire appel à tous ces grands auteurs qui nous permettent d'y voir plus clair. Ils vous aident, ces grands auteurs? Oui, ils m'aident parce que effectivement, quand on prend une thématique d'actualité comme celle-là, ça permet de voir l'époque actuelle avec le regard d'hier, et c'est souvent beaucoup plus riche, et ça permet de densifier votre propos, de lui donner un peu lui donner un socle. J'ai pas inventé grand-chose dans ce livre, j'ai synthétisé. Vous citez beaucoup Aristote. Oui, voilà, Autres. Platon, Camus, voilà, et puis d'autres, et puis des sociologues plus récents, mais je trouve que ces thèmes d'actualité sont plus riches quand vous les illustrez, que vous les éclaircissez avec des philosophes de l'époque, d'aujourd'hui, des livres, et ça donne plus de richesse aux propos, et ça permet surtout de l'ancrer dans une réalité différente. L'écriture permet ça aussi, ça vous permet de trouver un équilibre. Surtout quand vous êtes dans les médias, parce que vous êtes dans un univers qui et d'autant plus la télévision. C'est-à-dire que la télévision, vous avez, contrairement à la radio, ou contrairement au digital, ou contrairement à aujourd'hui ce qu'on appelle les plateformes, vous êtes dans l'audience tous les jours. Tous les jours à 9h01, vous recevez les audiences de la veille. Ouais. Et donc ça vous maintient dans une immédiateté, dans une besoin de tous les jours prouver que votre programme est le bon, a marché, a pas marché. Et donc vous êtes dans une spirale d'immédiateté permanente, dans une course à la vitesse qui ne s'arrête jamais. C'est l'homme pressé de Paul Morand, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas et vous voulez toujours regarder plus loin. L'écriture, ça permet de s'opposer, ça permet de réfléchir, ça permet de mettre tout cela en perspective, ça permet aussi de se retrouver seul, voilà, dans un monde où on entend beaucoup de bruit, et c'est vrai que d'être seul dans sa bulle et de réfléchir, c'est assez salvateur, assez riche, et ça permet d'aller puiser dans d'autres sphères que dans votre sphère professionnelle ou même familiale ou amicale.
Comment vous entrevoyez l'avenir de la télévision? Alors la télévision, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Alors faut pas se dire faut pas se raconter des histoires. C'est un média qui est moins en monopole qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, puisque il y a plus de concurrence que par le passé, avec l'émergence de médias digitaux, de plateformes, la diversité des écrans. Donc elle est en plus grande concurrence que par le passé. Néanmoins, ça reste un lieu très fédérateur. Les grands journaux télévisés aujourd'hui attirent encore du monde et restent très importants. Ça reste le lieu pour voir du sport en direct de manière importante. Pendant la pandémie, le Covid, la télévision restait un endroit très important. Il y a aussi des grands moments familiaux, des grands moments de divertissement. Là, on va voir des débats présidentiels en général, c'est à la télévision que ça se passe. Donc la télévision a encore de l'avenir. Est-ce que les jeunes vont s'y diriger dans les prochaines années? C'est moins sûr. Donc il y a d'autres modes de visionnage. Il y a le replay, il y a les télévisions qui vont peut-être mettre en place leur propre plateforme. Donc il y a tout un écosystème qui va se créer. Mais la télévision qui crée du lien social et qui est un référent pour une information quand même de qualité, travaillée, fouillée, restera, il me semble, importante. Quelques conseils à donner, Jonathan Curiel. Alors, après la lecture de votre livre, c'est vrai on se sent un peu plus apaisé. On se dit, bon, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de l'avenir dans cette réflexion et dans cette nostalgie, entre guillemets, mais a posteriori d'un débat justement constructif et nourri par la pensée, par l'écriture. Quelques conseils pour aborder ces prochaines semaines, prochains mois. On s'achemine vers les élections présidentielles. Et je cite dans le livre une expérience qui n'est pas arrivée en France et que j'ai trouvée assez intéressante et qui d'ailleurs a été rééditée. C'est une expérience qui a été menée dans l'université de Stanford par des professeurs en communication qui ont rassemblé des gens avec des positions extrêmement polarisées, plus de 500 personnes aux États-Unis, américaines. C'est une expérience qui s'appelle America in One Room. Ils ont rassemblé donc 500 personnes aux positions très différentes, très divergentes, pendant plusieurs jours, 4 jours, sur les grandes propositions de l'élection américaine Trump-Biden. Écologie, pouvoir d'achat, énergie, et ainsi de suite. Au départ, ces gens ne se parlaient quasiment pas ou étaient très à rebours dans leur position. Après avoir vu des experts qui ont défilé pendant ces quelques jours, avoir lu des documents qui ont été conçus pour eux sur les différentes thématiques, avoir beaucoup parlé par petits groupes, tous ces gens se sont rassemblés sur 22 propositions sur 26. Au départ, c'était 0 sur 26. Donc c'est pour montrer, et pour rejoindre ce qu'on disait sur le philosophe Habermas aussi, que les sociétés sont polarisées certes, le but n'étant pas d'écarter le conflit qui peut être nécessaire, mais c'est la preuve qu'on ne se parle plus. Et que quand on se parle, on peut se mettre d'accord, on peut échanger, on peut aller plus au fond des choses. Possible. Le consensus est possible. Le consensus, c'est pas l'objectif absolu dans une vie. Mais en tout cas, il montre qu'aujourd'hui, nos sociétés sont polarisées en grande partie parce qu'on ne se parle pas assez. Ils ont remis cette expérience, ils l'ont réédité il y a quelques mois en octobre sur la thématique de l'écologie, qui elle aussi est une thématique totalement hystérisée. On le voit encore aujourd'hui dans l'actualité avec le nucléaire, les éoliennes. Impossible d'avoir un débat normal, apaisé, serein, avec des arguments qui tiennent la route. Je veux dire, c'est forcément très hystérique. Ils ont refait pareil sur l'écologie. Aux États-Unis, c'est un thème encore plus clivant que chez nous, avec des gens qui nient le réchauffement climatique, etc. Et pareil, ils sont arrivés à des situations beaucoup plus modérées et consensuelles qu'au départ. Donc si j'avais quand même un conseil pour revenir à votre question, c'est qu'il faut qu'on se parle plus. Il faut qu'on se parle plus, et c'est pas forcément un cantoitoire, mais on n'a plus de zone d'endroits, de covoiturage ou de blablacar où les gens différents parlent entre eux. Il faut qu'on retrouve une certaine manière un dialogue, d'échanger et sur des thématiques aussi banales, profondes, politiques que les thématiques que ces professeurs ont évoquées. Et je suis sûr que ça peut créer une dépolarisation, des consensus, mais surtout de s'adresser à l'autre. Entre les gens. Absolument. Bon, c'est positif. Moi, je suis positif et je suis sûr que de toute façon, les gens sont intelligents et puis rejetteront la polarisation à terme et cette hystérisation, sont fatigués. Donc, soit ils l'expriment par un retrait, une abstention et
de toute façon à laquelle les dirigeants devront réfléchir et s'atteler pour les remettre dans la sphère publique. On a vu, il y a eu des conventions dans le politique, il y a eu des conventions citoyennes pour remettre un peu de débat, il y a eu le grand débat qui a été créé par le président pour refaire parler les gens. Le mot débat est utilisé partout, mais il faut qu'il retrouve un peu de vigueur, il retrouve un peu de fond. Tout son sens. Voilà, il va retrouver tout son sens, mais on sent que le politique tourne autour et sent cette carence de discussion, de débat et d'aller au fond des choses. Voilà, un livre à lire, La société hystérisée, paru aux éditions de l'Aube, qui est finalement positif. Oui, il faut rester positif et je pense que c'est un symptôme de notre société, mais qui peut être combattu par, même dans les médias, même dans les écoles, dans l'éducation. Il y a une éducation aux médias, à l'outrance, il y a une éducation. On parlait de la vitesse, l'immédiateté, il faut qu'on apprenne à lutter contre ça, il faut qu'on lutte contre des biais cognitifs en ayant conscience. Je pense qu'il y a plein de remèdes, d'appréhender le débat différemment, plein de remèdes positifs et faciles à appliquer, et on y arrivera. Jonathan Curiel, la question du podcast. Là, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a le soleil qui rentre par la fenêtre. Et si on l'ouvre, cette fenêtre, qu'aimeriez-vous y voir ? Apercevoir quoi par la fenêtre ? Déjà du beau temps, et là aujourd'hui on en a, donc c'est plutôt positif. Et qu'est-ce que je voudrais y voir ? Écouter des gens pour revenir à ce qu'on disait, des gens qui discutent entre eux, qui échangent, qui soient heureux, les bistrots ouverts sans masque et passe sanitaire, voilà, de retrouver un pays et des gens heureux qui parlent entre eux, qui échangent, et ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup, Jonathan Curiel. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui ont cette générosité pour partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis leurs propos. Alors si ce podcast vous a plu, eh bien je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions. Ouvrons la fenêtre est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis vous pouvez également les partager dans votre réseau comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte Tipeee. Vous avez toutes les informations à chaque fois en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.